Tous 12h31, vous êtes dans le ZCL News depuis maintenant, du lundi jusqu'au vendredi. Et c'est l'émission qu'il ne faut pas rater, le midi. Bonjour Iman. Bonjour Dani. Ça bonjour va à tous. Très bien. Oui, merci. on salue les deux dames qui sont déjà avec nous. Lucie Teta-Yotupa, bonjour. Bonjour. Elle vient de très loin, mais enfin elle est ici. Et Nania Négrite qui vient de Morne-à-l'Ouest, ce qu'elle m'a dit. On va recevoir Pierre-Claude Louis aussi, fondateur de Papa Héros, Anissa de Mouton, la chroniqueuse du ZCL. Et on va terminer avec deux autres invités, Chantal Solbiac et Carole Lolia, comédienne de la troupe K-Parole. Voilà. Pour l'information, l'actualité, c'est Iman News qui démarre. Oui, aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons revenir sur les cérémonies de l'armistice, notamment sur Petit-Bourg. On reviendra aussi sur le mois du diabète, enfin, qui commence et des différentes manifestations sont organisées tout le mois, notamment avec l'Association des diabétiques de Guadeloupe. On fera un tour sur le colloque qui a eu lieu ce week-end sur le choc dans l'art. Il s'agira aussi de la Diwali, cette fête des Lumières organisée sur la commune du Moule et différentes manifestations qui ont eu lieu et qui ont lieu encore en lien avec cette fête. Et on reviendra sur la mobilisation des parents de l'école de Bois-Ripeau à Abîme suite à une infraction d'un individu. On va commencer tout d'abord par les différentes manifestations qui ont eu lieu pour célébrer l'armistice du 11 novembre, notamment sur Petit-Bourg. La mairie a invité la population à une cérémonie commémorative, l'occasion de saluer la mémoire des victimes de la Première Guerre mondiale et de tous les morts liés à cette guerre, aussi pour rassembler les anciens combattants et les autorités militaires dans un devoir de transmission pour rendre aussi hommage aux victimes de guerre. On voit un reportage d'Olivier Moradel. Ce 11 novembre 2023 est encore plus particulier cette année dans la mesure où nous ne nous contentons pas de venir sur cette place du monument aux morts pour faire une commémoration. Nous avons voulu renouer avec le défilé dans les rues, avec la population, avec nos invités. Et nous avons voulu, bien au-delà de cela, aussi être dans la pédagogie historique, mais la pédagogie quant aux sentiments, aux émotions, ce qui a conduit des hommes et des femmes à s'engager, ce qu'ils ont vécu. Nous avons voulu aussi entendre leur message pour la paix, car qui mieux que ces anciens combattants qui nous accompagnent aujourd'hui pourrait porter le message de la paix. C'est plein de souvenirs, des moments qui me rappellent la situation sur le terrain en tant que missionnaire, puisque j'ai été casqueur bleu en ex-Yougoslavie. Et puis on a un devoir de mémoire, de transmission, de rappeler à la population qu'il y a eu des victimes collatéraux, militaires, le civil et autres, et qu'il ne faut pas qu'on oublie que la guerre c'est une horreur et ce n'est pas quelque chose de bien. Les anciens combattants ont besoin d'aide. Donc ça me permet de continuer à être sur le terrain et surtout de représenter les militaires de manière générale, mais également les femmes, et rappeler à mes collègues anciens OPEX que la mission ne s'arrête pas au terrain, qu'il y a un devoir de transmission auprès des jeunes, auprès de la population. Ça fait très très longtemps. Je suis à Petit-Bourg, ancien combattant, depuis 28 janvier 2007. Et ça fait plus de 13 ans, je porte le drapeau que j'ai en main là. Voilà. Et j'ai toujours participé à Petit-Bourg, à Basse-Terre, l'ancien préfet, le nouveau préfet, Gosier et comment ça s'appelle Gosier, Goyave Petit-Bourg. Et je suis souvent à la Jaille avec les jeunes qui partent en machin pour porter le drapeau. Et je suis souvent tout seul. Et des fois, la dernière fois, on était à 6. Et avant, on était à 2, mais je suis toujours partant.
toujours partant. Aujourd'hui, nous terminons par ce défilé et par la présentation donc, de ces différents corps constitués. Nous avons appelé aussi des invités pour pouvoir défiler avec nous parce que nous souhaitions que ça soit fait en musique. Donc nous avons une fanfare et nous avons des majorettes qui nous accompagnent aujourd'hui. Nous tâcherons désormais de renouer avec ce que nous avons connu dans les années passées. Voilà pour ces commémorations. Le mois de novembre maintenant est le mois du diabète et le 14 novembre sera la journée mondiale du diabète. C'est une maladie qui touche beaucoup de nos concitoyens. 10% de la population âgée de plus de 16 ans est touchée par cette maladie et l'Association des diabétiques de France fête ses 40 ans et organise différentes manifestations dont une sensibilisation qui a été faite ce samedi pour rassembler des professionnels et des conférenciers autour de cette maladie. On va voir un reportage de Vianney Valverde. Cette année, nous fêtons la 40e année d'existence de l'Association des diabétiques de la Guadeloupe. Étant donné que c'est le mois du diabète, nous sommes au mois de novembre, donc nous organisons plusieurs manifestations, dont celle-ci aujourd'hui, qui rassemble nos partenaires, les responsables de santé, les stands de prévention, des conférenciers avec un diabétologue, le docteur Gouel, que nous avons eu tout à l'heure, un autre diabétologue qui pratique dans l'éducation thérapeutique en la personne du docteur Kangambega, qui est président de l'association APET. Nous avons avec nous un anthropologue qui est intervenu sur notre manière de manger d'avant et de maintenant. Il a fait une comparaison entre ces deux façons de manger, ce qui nous permet de comprendre qu'aujourd'hui nous mangeons très mal et nous comprenons pourquoi le diabète est une maladie qui, on va dire, comme une épidémie qui se multiplie. L'enjeu pour moi, puisque ma consoeur de la Guadeloupe et moi-même, nous partageons le même combat, nous faisons les mêmes ateliers, les mêmes manifestations, puisqu'on est là pour la petite population qui est la Guadeloupe et la Martinique, afin d'améliorer le quotidien des personnes atteintes du diabète. Le diabète, c'est le fait qu'on va avoir un taux de sucre trop important au niveau de la circulation sanguine. Normalement, le sucre, ça sert notamment au cerveau pour bien fonctionner. Le problème, c'est que quand il y a trop de sucre dans la circulation, eh bien, ce sucre qui est en surplus va aller se loger dans différents organes et c'est ça qui va créer de la pathologie et de la maladie, notamment au niveau du cœur, notamment au niveau du cerveau, notamment au niveau des artères, au niveau des reins et de l'œil. Je dirais que Martinique, Guadeloupe, c'est frères et sœurs. Nous menons le même combat, de ne pas avoir peur d'en parler, de ne pas avoir peur de se rapprocher des associations qui sont là, non pas pour les aider dans la pathologie, mais les accompagner au quotidien afin d'améliorer leur qualité de vie et leur donner de bonnes informations. Donc ne restez pas seuls. Face à la pathologie, on est là. Voilà, il est 12h38. Je vous l'ai dit, on va recevoir deux personnes de l'enfance, famille, jeunesse, puisque depuis le 4 novembre, c'est la journée de l'enfance qui ont commencé à Marie-Galante, se sont poursuivis à Basse-Terre, puis au Moule, puis à Pointe-à-Pitre. Et il y a une dernière journée, donc Lucie Tétalioupa et Nadia Negritoro, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui va se passer dans les derniers jours pour ces journées de l'enfance qui commence? Alors, on a un programme qui est assez soutenu durant le mois de novembre, puisqu'on a le 20 novembre qui est la journée internationale des droits de l'enfant, et pour la direction enfance, famille, jeunesse, et pour le département, Madame Nigrit est la présidente de la commission enfance, famille, jeunesse, nous avons la volonté d'aller vers les familles pour leur donner des outils pour avancer. Le thème de ces journées, c'est penser, réfléchir, penser, soigner, outils pour penser. Un peu de créole. Exactement. Qu'est-ce qu'on donne comme outil aux familles, tant d'un point de vue éducatif que d'un point de vue médical, santé, pour élever les enfants de demain qui seront en meilleure santé, qui seront les meilleurs adultes possibles pour demain. Et donc, on a tout un tas d'événements, dont les prochains sont le 18 novembre à Pointe-à-Pitre, au centre social La Pointe, et le 19 novembre, donc ce dimanche, à Petit Canal sur le site de Duval, où on propose énormément d'ateliers, d'événements. Il y a des concerts aussi qui seront proposés, des manifestations pour l'ensemble des familles. Et ce que je voudrais rajouter, que cette année, le parrain de ces manifestations, c'est M. Sadik,
qui nous accompagne sur toutes les journées de l'enfance. Ils chantent avec les enfants? Ils chantent avec les enfants, ils jouent aussi, parce qu'à travers tous les jeux qui sont présents sur les 5 sites, en fait, lui, il joue énormément et ça nous remet aussi en enfance. Mais à travers tout cela, il faut dire qu'effectivement, pour les journées départementales de l'enfance, on met l'enfant en avant, mais aussi les parents. On n'oublie pas les parents parce qu'il y a aussi des activités qui sont liées aussi au rôle de parents. Il y a aussi les outils pour aider les parents dans l'éducation aux enfants, mais aussi faire connaître à la population le service, la direction de l'enfance, de la famille, de la jeunesse et tout ce qu'on peut mettre à leur service pour les aider dans leur rôle, leur mission de parents. Et concrètement, qu'est-ce que vous proposez à des parents qui vous regardent en ce moment? Il y a plusieurs jeux, il y a aussi plusieurs ateliers. Il y a des ateliers liés à la sexualité pour les enfants. Il y a aussi des lieux où il y a des jeux aussi pour les enfants et les parents. C'est comme comment s'appelle ce jeu? Le jeu de loi. C'est un jeu innovant. Oui, à travers ce jeu, c'est le parent et l'enfant qui seront en binôme. Donc, ils vont jeter les dés. Il y aura une question qui sera posée et l'enfant et le parent qui sont en connexion pour pouvoir répondre à ces questions. Mais des questions qui sont liées à l'enfance, à leurs droits, etc. On parle vraiment de la toute petite enfance où on a des ateliers pour les futurs parents, pour les parents de nouveau-nés. On a au département énormément de professionnels. On a plus de 500 professionnels qui interviennent sur ce domaine-là. On a des sages-femmes, on a des infirmières puéricultrices, on a des éducatrices de jeunes enfants, des médecins, des éducateurs aussi spécialisés, des psychologues qui seront là donc durant ces manifestations, le 18 et le 19, pour apporter des conseils aux parents, pour s'amuser aussi avec les enfants, puisque ça permet aussi de créer du lien de manière ludique et passer un bon moment tous ensemble. On a parlé tout à l'heure de plusieurs ateliers qui étaient proposés. On a différentes thématiques. On a des thématiques qui nous tiennent à cœur au titre de la protection de l'enfance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prévient les maltraitances dans le foyer, à l'extérieur du foyer, comment est-ce qu'on donne des outils éducatifs aux parents qui permettent d'assumer l'autorité sans avoir recours à la violence, comment on leur permet aussi de traiter avec ces adolescents qui sont parfois dans une période un petit peu compliquée. Il y a aussi la question de l'évolution de la société, l'ère du numérique, les réseaux sociaux qui changent et bouleversent un petit peu les mécanismes de fonctionnement des familles. Donc l'idée, c'est de leur donner des outils pour les aider à fonctionner dans ce nouveau monde. Madame Negrit, vous avez le sentiment quand même, puisque vous êtes la directrice de l'enfance, famille, jeunesse, qu'il y a une progression quand même Excusez-moi, la directrice, c'est Mme Teta Yotupa. Et moi, je suis l'élue. Excusez-moi, non, vous êtes présidente. Je suis présidente de la commission famille, jeunesse, mais nous travaillons de concert, en fait. La directrice, c'est Lucie. D'accord. Alors, je disais, je vous posais la question à vous deux. Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'il y a une progression au niveau de la prise en charge des difficultés de la parentalité? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de parents qui sont en grande difficulté sociale, des fois même psychologique, et des enfants à l'école qui ont des grosses difficultés. Comment vous intervenez réellement? Parce que là, les journées, bon, c'est bien avec M. Sadik, tout ça, mais après? Non, mais effectivement, en ce moment, nous passons des spots publicitaires pour faire entendre à la population qu'au niveau du département, que nous sommes là, notamment au niveau de la PMI, la protection maternelle et infantile, où Lucie vient de dire que nous avons plusieurs professionnels qui sont là pour eux. Et on a plus de 500 professionnels, dont notamment des sages-femmes, comme elle a dit, des éducateurs. Mais nous avons un service qui est dédié au niveau du département, c'est le service d'aide à la parentalité, qui est là. C'est un service qui aide les parents dans leur rôle de parents, qui peut intervenir également au sein du foyer. C'est-à-dire, en fait, avec les éducateurs, suivent les parents. C'est au-dessus des assistantes sociales ou c'est le même type de service? C'est un service qui est dédié à la parentalité. Oui. Dans les assistantes sociales, ce sont des professionnels qui interviennent également. Oui. Le service d'aide à la parentalité est composé d'éducateurs, de psychologues, et ils interviennent à l'intérieur. Donc, c'est eux qui viennent vers les parents pour pouvoir les aider dans leur rôle.
Et c'est les parents qui font appel à ce moment-là, quand il y a un souci, un signalement, comment ça se passe? Alors, on a différentes modalités d'intervention, hein. On peut avoir des parents, des familles qui viennent spontanément. Donc, dans les locaux du conseil départemental, on a plusieurs points d'accueil du public pour chercher de l'aide auprès d'éducateurs, de psychologues, en disant, voilà, mon enfant se comporte de telle manière, je ne sais plus comment faire, j'ai besoin d'aide, c'est très difficile. Et à ce moment-là, on leur apporte une écoute, un accompagnement. Et on a aussi la possibilité d'intervenir nous directement lorsqu'on nous signale, lorsqu'on nous alerte sur des situations compliquées au sein de familles où il y a des risques de maltraitance d'enfants. Et à ce moment-là, on est informé par le biais d'autres professionnels, que ce soit du conseil départemental, par l'éducation nationale aussi qui peut nous alerter, et on intervient directement auprès de familles pour leur proposer un accompagnement. Alors, la semaine dernière, c'était la journée du harcèlement scolaire. Bon, vous n'êtes pas dans le milieu scolaire, mais enfin, les enfants sont concernés. Est-ce que vous intervenez là aussi dans ce domaine-là? Alors, pas directement dans le harcèlement scolaire, puisque le harcèlement scolaire... Non, le harcèlement en général, je parle même pas scolaire, parce qu'il y a du extrascolaire aussi. Hein. Oui, c'est vrai que la question du harcèlement, c'est finalement c'est une violence psychologique qui est répétée. On pense souvent aux maltraitances comme étant des violences physiques, mais les maltraitances, ce n'est pas que des violences physiques, il y a aussi des violences psychologiques, il y a aussi des violences environnementales, parce qu'on n'a pas les conditions d'accueillir, d'élever un enfant, et donc on intervient aussi, c'est une alerte, c'est une mise en danger pour nous des enfants lorsqu'il y a des maltraitances psychologiques avérées, répétées. Donc on intervient tout à fait dans des situations de harcèlement, entre guillemets, donc au niveau de la famille. Et il y a des aides aussi, j'allais dire financières, parce qu'il y a des parents qui sont en grande difficulté. Comment ça se passe? Alors, au titre de l'aide sociale à l'enfance, on propose plusieurs mesures d'accompagnement des parents. Lorsqu'il y a notamment des difficultés ponctuelles, on a par le biais des assistants sociaux, des CCAS, des assistants sociaux du conseil départemental, des propositions qui nous sont faites d'aider certaines familles, où on peut les aider sur une période de 6 mois, où on peut leur octroyer une aide ponctuelle à destination des enfants pour leur permettre, par exemple, d'acheter un lit s'il n'y a pas de lit, des vêtements, des fournitures scolaires. Donc il y a plusieurs choses qui existent à destination des familles vulnérables. Après, les sollicitations ne se font pas directement à l'aide sociale à l'enfance, ça passe par le biais d'assistants sociaux de proximité. Et ça va jusqu'à, par exemple, prendre en charge un enfant qui est en difficulté et l'enlever de ses parents, si par exemple les parents sont alcooliques ou dans des addictions, comment vous intervenez à ce moment-là? Effectivement, c'est ce que Mme Teteatoupa vient de dire. Avec l'aide sociale à l'enfance, effectivement, il y a la possibilité de placer des enfants, mais de les placer et de les suivre en fonction de l'âge de l'enfant. Il y a des enfants qu'on peut placer à la maison départementale de l'enfance, il y a des enfants qu'on peut placer dans les MEX et effectivement aussi dans d'autres structures qui pourront aider les enfants, mais aussi on met un lien aussi avec la famille, on essaie de garder le lien, sauf s'il y a au niveau de la justice, une décision de justice qui nous interdit que l'enfant rentre en contact avec les parents. Oui. Mais effectivement, nous avons des enfants, plus de 1200 enfants placés au sein des structures du département. Des structures ou chez des assistants familiaux, parfois chez des membres de la famille. Oui, c'est ce qu'on appelle le placement à l'aide sociale à l'enfance. Alors, je reviens donc à la question de tout à l'heure. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que la famille se porte mieux, on va dire, aujourd'hui ou ça se dégrade? Je ne sais pas, je pose la question. Je dirais que depuis quelques années, on a quand même remarqué une certaine augmentation de difficultés au sein de la famille. Mais c'est global, parce qu'on se pose la question si c'est lié au confinement, si c'est lié à l'augmentation de la vie. Le confinement est terminé, là. Non, mais je vais dire, après, dans le confinement, nous avons connu une augmentation des faits de violence. Oui. Non. Parfois perdure après le confinement. Voilà, parce que c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Oui, donc après, effectivement, le coût de la vie, donc il est vrai qu'on a une augmentation et c'est la raison pour laquelle je vous dis que lorsqu'on regarde les statistiques, et les langues aussi se délient, hein. Oui. Ça aussi, il faut le dire. Avant, on avait peur de parler de ces préoccupations, mais maintenant, beaucoup plus de personnes poussent la porte au niveau des CCAS qui se trouvent dans toutes les communes pour pouvoir dire j'ai des difficultés, aidez-moi. Et le département, qui est quand même la collectivité de solidarité, on est là pour porter secours et pour suivre aussi quand il y a un cas de maltraitance, quand il y a un cas pour les avérés de maltraitance au niveau des enfants. Alors, on parle de parentalité, mais quelquefois,
la situation, c'est le monoparental, c'est la femme seulement qui s'occupe des enfants. Comment votre direction gère ce type de problématique? Alors, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a à peu près 60% des familles qui sont des familles monoparentales, principalement avec des mères seules. Ça arrive qu'il y ait des pères seuls, mais ce n'est pas la majorité des cas. C'est des situations qui fragilisent d'autant plus la famille, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue éducatif, puisque c'est compliqué pour une mère seule de tout faire et d'assumer son rôle d'autorité tout en prenant le temps de le faire avec bienveillance à l'égard de ses enfants, de prendre le temps de leur expliquer les choses. C'est très, très compliqué pour une mère seule qui doit tout gérer, le foyer, les enfants, les revenus financiers, parfois qu'il y a d'autres personnes à charge, parfois qu'il y a des parents à charge, des oncles, des tantes, d'autres personnes en situation de handicap. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, nous, on est là à la fois pour les accompagner sur un volet financier. Comme je l'ai dit, il y a certaines aides financières qui peuvent être octroyées aux familles de façon plutôt ponctuelle et en urgence. Et après, d'un point de vue éducatif, puisqu'on a des éducateurs spécialisés, on a des psychologues aussi qui interviennent pour justement les aider dans cette question de l'autorité. Et puis aussi pour leur proposer des activités en famille, des choses un petit peu plus ludiques, puisque quand au quotidien, on a toute cette charge mentale à assumer, parfois, on ne voit pas la famille comme un plaisir, malheureusement. Et donc, l'idée aussi, c'est parfois juste de permettre à ces familles d'avoir un temps de pause pour renouer les liens, juste entre une mère et ses enfants, entre un père et ses enfants, entre des frères et sœurs, sans avoir toutes ces tensions qui pèsent sur ce lien. Donc la question du lien, c'est quelque chose de très important. Mais ça, c'est vous qui déterminez les actions ou bien c'est les parents qui prennent contact avec vous? Comment ça se passe? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a deux modalités. On peut avoir certaines familles qui viennent directement nous voir dans nos lieux d'accueil. On en a plusieurs, tant au titre de la PMI que de la protection de l'enfance et de l'aide à la parentalité, ou on peut avoir, nous, qui allons directement à la rencontre des familles lorsqu'on a identifié, par le biais d'autres professionnels, des difficultés. Le dernier sujet, moins intéressant, mais enfin, il faut quand même l'aborder, c'est la question des filles-mères. Enfin, je veux dire, des jeunes enfants qui sont mères. Comment ça se passe? Et je crois que ce n'est pas particulier à la Guadeloupe, ça existe un peu partout, mais en fait, ça existe quand même. Alors, là-dessus, c'est des compétences qui relèvent à la fois de la protection maternelle et infantile au titre du planning familial, puisque dans les centres locaux d'action sanitaire et sociaux, les classes que l'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des médecins, il y a des sages-femmes, on a même certains gynécologues qui interviennent pour, en prévention, donner accès aux moyens de contraception, donner accès à des informations importantes pour les jeunes filles comme pour les jeunes hommes. On a aussi des jeunes hommes qui viennent nous voir pour éviter d'avoir finalement des grossesses non désirées, pour éviter d'avoir recours à des IVG alors qu'on aurait pu prévenir ces situations de grossesse. Donc ça, c'est pour le volet PMI, protection maternelle et infantile. Et je profite pour rappeler que la PMI est un service gratuit et accessible à tout le monde. Ce n'est pas juste un service qui est réservé aux familles vulnérables, c'est accessible à tout le monde. Et on a 35 sites, on a 35 classes au niveau de la Guadeloupe. Et après, sur la question des mineurs qui sont mères de famille, on intervient au titre de la protection de l'enfance. Puisque lorsque ces jeunes mères n'ont pas de soutien familial, lorsqu'elles sont parfois délaissées par leurs compagnons, par leur famille, elles sont accueillies par le conseil départemental, soit chez des assistants familiaux, soit au sein de la maison départementale de l'enfance, qui a aussi une maison d'accueil maternel. Donc on les reçoit, on leur offre un espace sécurisant et on les aide à élever, éduquer leurs enfants. Bon, on va terminer avec une note un petit peu plus gaie. Les 2 dernières fêtes, Pointe-à-Pitre et Petit Canal, qu'est-ce qu'il va y avoir exactement? Alors, il y aura plusieurs ateliers qui seront prévus. Comme je l'ai dit, on a des ateliers autour de la question de l'alimentation, on a la question de l'appropriation du corps par les enfants, la question du consentement. On a des jeux qui sont proposés. On aura des spectacles de danse, de chant, de poésie pour faire participer les enfants. Donc voilà, venez nombreux. On a aussi d'ailleurs à Petit Canal des choses très intéressantes. On aura une course à vélo, on aura des balades à poney. Voilà, donc des choses très très sympas, très ludiques. Voilà, on n'est pas que sur des questions sensibles. Un atelier de musica. Tout à fait, musica. On aura aussi des démonstrations de maillot-lait. Donc voilà. Et puis, quand même, il y aura des mini-débats avec l'association Force. Tout à fait. Et l'association Maison des parents et de la famille
les relations parents-enfants sous les débats, la réalité sexuelle et sexualité virtuelle, la sexualité et les réseaux sociaux et parentalité. Donc en fait, il y aura beaucoup d'activités, aussi bien ludiques qu'éducatives. Et pour les petits comme pour les grands. Bien, ben c'est dit, voilà. Mais on vous remercie, mesdames, de venir dire tout ça. J'espère que les parents qui ont quelques problèmes vous écoutent et sauront que faire. Voilà, il est 12h55. On prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite avec Pierre-Claude Louis et Anansa Desboutons. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du ZCL News. Il est 13h02. On va recevoir un instant Anansa Desboutons. Bonjour. Bonjour. Elle va parler avec nous du travail en famille. Et puis, on va recevoir M. Pierre-Claude Louis, fondateur de Papa Héros. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Iman nous rappelle les infos du jour. Alors, les informations du jour, nous sommes revenus sur les cérémonies du 11 novembre, notamment sur la commune de Petit-Bourg. On a aussi parlé du mois du diabète, donc en lien avec la journée mondiale qui aura lieu le 14, et les associations des diabétiques de Guadeloupe pour organiser une manifestation. On parle maintenant du colloque du choc dans l'art. En fait, c'est un colloque qui a eu lieu ce week-end au Musart à Pointe-à-Pitre, où des intervenants, sociologues, critiques d'art, sociologues, philosophes se sont rassemblés pour avoir une réflexion autour de la relation entre le choc et le domaine artistique. Et Vianney Valverde était avec eux. On voit un reportage ensemble. Ce colloque se tient actuellement au Musart, musée d'art et d'histoire, à Pointe-à-Pitre. Et il se déroule sur le week-end du 11 et 12 novembre. Ce colloque rassemble 13 intervenants qui sont des intervenants de Guadeloupe, de Martinique et quelques personnes qui viennent de l'Hexagone, qui sont des critiques d'art, qui sont des sociologues de l'art, des philosophes de l'art, qui sont également des plasticiens, des artistes, et qui donc s'interrogent sur les relations entre le choc et le domaine artistique. Et je précise pas ce qu'est ce domaine artistique, puisque cela peut concerner aussi bien la peinture que la musique, que la bande dessinée ou autre. Ça m'arrive de chercher le choc. Il arrive même, je dirais même que moi-même que je sois choqué, puisque le résultat qu'on obtient n'est pas forcément le résultat qu'on recherche. Mais il y a une sorte d'échange et de conversation qui se met avec qui s'établit avec le regardeur. Et parfois, oui, je peux m'en amuser et chercher à le choquer d'une certaine manière pour le conscientiser, pour le questionner, ou voir pour lui montrer une différence d'opinion, de positionnement. Et donc, c'est aussi ça, là. Il ne s'agit pas de chercher à complaire ou à mettre l'autre à l'aise par moment. Il s'agit de le choquer, de le mettre mal à l'aise, de l'amener à se questionner sur ce qu'il voit, sur notre rapport au monde, sur notre présence au monde. Et donc, ça devient aussi un jeu. Voilà, il est exactement 13h05. Je vous l'ai dit, on va recevoir deux personnes. Notre chroniqueuse Anansa, qui va parler avec nous pour le temps qu'il faut du travail en famille. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, Anansa? Bonjour. Alors, son générique d'abord, bien sûr. Oui, le générique de... Voilà. C'est fait, on t'a vu. Alors. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de travailler en famille. Alors, travailler en famille, puisque en fait, l'entreprise familiale représente 83% des entreprises selon le MEDEF. Il y a aussi bientôt le 21 novembre 2023 la journée de la reconversion. Donc, du coup, travailler en famille peut être une opportunité de reconversion. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette thématique-là. Et c'est aussi une opportunité que j'ai eu l'occasion de pouvoir expérimenter. Donc, du coup, en parler, comme beaucoup de personnes qui travaillent et qui entreprennent en Guadeloupe, comme ailleurs. C'est un modèle qui est séduisant, c'est un modèle qui plaît, qui donne envie de travailler avec des personnes qu'on connaît, mais qui est soumis à un cadre légal et qui est important de respecter si on veut
faire de cette entreprise une réussite et de pouvoir s'épanouir aussi au niveau de la famille. Travailler en famille n'échappe donc pas au code du travail. Et on peut travailler en famille en tout temps, on peut travailler de façon ponctuelle et on peut travailler juste aussi pour se préparer à une reprise. Mais ça a des avantages quand même. Ça a des avantages. Alors, il y a beaucoup d'avantages. Oui. Et il y a aussi les inconvénients qui vont avec. Oui, parce qu'on dit quelquefois que l'amour et le travail, ça ne va pas ensemble. Ah ouais, ça va ensemble. Hein. Ça va ensemble. L'amour, enfin, sa place je parle de l'amour en couple. Hein. Non, mais l'amour a sa place partout, que ce Oui. soit professionnel, etc. Et c'est un facteur de réussite, l'amour. Donc, du coup, l'amour, ça va partout. Elle a sa place. Mais il y a des avantages. Travailler avec sa famille, en fait, ça présente de grands atouts parce que du coup, on connaît son collaborateur. On connaît ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire. On connaît ses valeurs, on connaît sa vision. On connaît aussi ses motivations. On a aussi un sentiment d'appartenance. En fait, à ce qu'on est en train de construire, qui nous nourrit, qui nous motive à aller plus loin. Ça motive aussi les personnes qui vont travailler pour la même entreprise, qui ne sont pas forcément fondateurs ou de la famille, à leur permettre de s'impliquer dans l'entreprise. On a l'avantage aussi d'avoir une communication qui est plus fluide, qui est plus informelle et qui est en général plus directe. Et on peut aussi développer des compétences et aussi d'autres activités au même cette entreprise. Donc c'est une connaissance de chacun des membres qui permet d'être un avantage et qui permet d'avoir des relations professionnelles saines et de réussite. Mais il y a des inconvénients. Mais il y a un mais, parce qu'on peut passer de l'osmose à l'overdose. Donc du coup, entreprise familiale, oui, mais en fait, comme on est encore dans un cadre légal, du coup, on est quand même assujetti aux obligations générales du Code du travail. Donc ça veut dire qu'on doit respecter aussi, on doit éviter le népotisme et le piston. Pour commencer juste par ça. Ensuite, il faut aussi apprendre... j'ai perdu mon feed. Alors, il peut y avoir aussi le fait de travailler avec des frères et sœurs qui peuvent donner un sentiment de soumission ou de domination. Oui. Travailler aussi avec un parent ou quelqu'un qui est supérieur peut générer, en tout cas, de devoir obéir à leurs règles, peut générer un sentiment d'impunité qui... surtout sur la personne qui ne crée pas d'être renvoyée de la dite société. Les intérêts des membres de chacun ne peuvent pas être les mêmes et donc pas intéresser forcément l'autre, ce qui va créer des distorsions. Donc, Ananda, travailler avec son père, c'est pas trop compliqué? Alors, c'est pas trop compliqué dès que tout est bien cadré au départ. Oui. Donc, ça va. Il y a aussi des objectifs différents. Il y a aussi des sentiments d'exclusion qui peuvent apparaître. Mais ça revient aussi par rapport au manque de mécommunication et des distorsions communes qu'il peut y avoir aussi. La non-reconnaissance et l'ignorance des compétences de chacun qui peuvent créer aussi des inconvénients et la manipulation. Visiblement, il y a autant d'inconvénients que d'avantages. Mais en fait, dès que ce qui est un avantage est utilisé au détriment d'un autre membre, ça devient un inconvénient. Donc, du coup, tout ce qui a été dit en avantage devient... C'est-à-dire que la communication... Il faut équilibrer. Exactement. Mais la communication en elle-même, mais du coup, si elle peut être directe, informelle et fluide, elle peut être très bien passée aussi par des paroles envoyées ou des sous-entendus ou des non-dits. Oui. Donc, du coup, tout est dans l'équilibre de chaque chose dans la famille. Alors, il y a des méthodes de prévention. Il y a des méthodes de prévention que je préconise, que j'ai recherchées aussi, parce que du coup, je n'ai pas toujours la solution. Alors déjà, il faut apprendre à compartimenter la vie professionnelle et la vie privée. Ce qui est difficile en familial, parce que en familial, le dimanche, je veux dire, on se garçon, moi, venu le dimanche, je viens travailler avec moi. Voilà. Oui. Mais du coup, on ne respecte pas l'intérêt de l'autre ou ce qu'il a envie de faire à ce moment-là. Les règles du travail ne sont pas respectées. Voilà. Donc du coup, déjà, compartimenter. Il faut aussi s'assurer que les relations intrafamiliales sont saines. C'est-à-dire que si on commence une entreprise en savant qu'il y a de la discorde dans la famille, on commence dans un échec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir de toute façon s'il y a déjà des distorsions au début. Ou sinon, il y a forcément un qui va s'écraser, donc du coup, il y aura quand même l'échec de quelqu'un. Ce ne sera pas une réussite commune. Et il y a l'aspect, Ananda, l'aspect émotionnel aussi. L'aspect émotionnel, puisque du coup, en plus de tout ce qu'il va y avoir comme... tout ce qui sera opérationnel ou administratif ou juridique, il va s'ajouter tous les aspects émotionnels de chacun. Oui. Donc du coup, oui, il y a de la prévention, il y a... En fait, on peut mettre tout en prévention. Alors, quand on est déjà dans le cas
où l'entreprise est déjà dans un conflit, où il y a déjà de la discorde, tout ce qu'on a mis en place au niveau de la prévention peut être remanié et appliqué. Ça peut, dans un premier temps, en fonction de la distorsion, aider. Quand c'est déjà un peu trop tendu ou que la discorde est déjà vraiment trop installée, à ce moment-là, on peut parler de discuter directement avec la personne concernée pour éviter de parler à quelqu'un d'autre et de nourrir un nouveau conflit qui n'a pas d'intérêt. Pour prendre un exemple concret, par exemple, dans une famille, le papa décide que c'est tel X qui va être présidente ou directeur, Exactement. puis l'autre voulait être présidente ou directeur, ça crée un conflit dans la famille. Oui, ça crée un conflit. Petite jalousie, et puis ça alors que quand c'est discuté en amont, que c'est discuté avant et que c'est selon des compétences, des critères bien spécifiques, et bien du coup on évite ce genre de distorsion ou de problématique. Donc du coup discuter avec la personne concernée, si ce n'est pas possible, et bien de discuter en famille, en faisant une assemblée extraordinaire ou une réunion de famille tout simplement, parce que c'est possible aussi. Et sinon on peut faire appel à une personne extérieure. D'ailleurs c'est ce que je peux proposer, parce que c'est avoir un regard neutre permet des fois de dissoudre le problème, ou en tout cas d'apporter une autre solution, d'autres perspectives. Alors, ce qui est important à dire là maintenant, c'est quand la situation est tendue, ce qu'il faut faire. Mais c'est ça. Réappliquer tout ce qui sera prévention. Oui. Parler directement avec la personne concernée. concernée. Discuter avec la personne concernée, oui. Si c'est pas possible, parce que parfois... Si elle veut entendre. Oui, mais quand la discussion est rompue, quand le lien est rompu, on fait place à l'Assemblée générale, puisque parfois il y a d'autres associés. Et si vraiment c'est pas possible, on voit des personnes extérieures. Ça peut être on fait venir un coach, par exemple? On peut faire venir un coach, on peut consulter coaching GPM. On peut faire appel aussi à un avocat, on peut faire appel à... Sauf forcément dans un climat... Là, on est déjà au chirage, là, pratiquement. Non, pas du tout, parce que du coup, en fait, tout ce qui sera juridique ou comptable ou peu importe, en fait, c'est d'abord aussi de la prévention, parce que le but n'est pas de créer de la discorde. Si l'entreprise est pérenne, l'avocat va toujours travailler et puis le comptable aussi. Donc son but n'est pas d'être dans la discorde au départ. Il n'y a pas d'affaires d'argent aussi. C'est bien ça. Donc du coup, je dirais que le plus important à retenir de travailler en famille, ça comporte des avantages et des inconvénients. Ça dépend essentiellement de l'entente et de la confiance qu'il y a entre les membres de la famille, qui sont dans l'entreprise familiale, parce qu'ils ne sont pas forcément tous obligés d'être présents. De la réglementation aussi au niveau de l'entreprise familiale qui doit faire partie de la vie de l'entreprise puisque c'est une entreprise, ça reste une entreprise. Éviter des situations familiales qui sont conflictuelles, et il est conseillé d'établir un plan de succession en amont pour justement préserver tout ce qui pourra venir après comme discorde et que tout soit bien clair à l'avenir et communiquer, respecter chacun, réparer les fiens familiaux et si ce n'est pas fait, parce que c'est très important, si on ne prend pas soin des liens familiaux ou qui ne sont pas réparés, moi je dis que ce n'est pas la peine de continuer ou de commencer. Il faut s'arrêter sur ça et les réparer. Il y a des exemples de familles, de travail de famille, d'entreprises familiales où ça a bien fonctionné? Alors oui, il y a des exemples de familles où ça avait fonctionné. Alors on peut entendre parler de Auchan ou l'entreprise Andros qui s'occupait de préparer des compotes. En Guadeloupe, il y en a aussi, parce que du coup il y a eu la discorde partout, mais il y en a aussi qui ont réussi à se relever. Alors je peux nommer certains. Moi j'ai nommé Gadarcan, Nicolas, René, Blandin, Cholette, Guillot, Devouton, Longto, Mon Plaisir et la famille Ayotte. Après, moi, j'ai choisi aussi l'entreprise La Maison Paul. Donc, La Maison Paul, donc, c'est les titres de devanture qu'on voit en noir écrit un peu plus rustique, qui a été créé en 1889 par la famille Mayotte et qui a été pris en succès où il y a eu 3 générations qui ont pris la suite. Et aujourd'hui, ils sont dans 40 pays. Et ils sont à 3 frères et sœurs à gérer la structure familiale. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, on va retenir que c'est possible de travailler en famille et d'avoir des succès et de réussir. On va retenir qu'en fait, travailler en famille, ça a des avantages et des inconvénients et qu'il faut en tenir compte, qu'il faut réparer les liens familiaux, qu'il faut éviter des situations de discorde, créer et établir des plans de succession et qu'il faut communiquer et se respecter et prendre soin de sa famille. Voilà, pour moi. Donc, chez les Devouton, ça va? Chez les Devouton, en tout cas,
On fait tout ce qui est en prévention pour protéger le groupe et les entreprises familiales. Donc avec papa, ça va? Ça va. Tant mieux. Merci Anansa, puisqu'elle est dans une entreprise familiale et vient... Tu es directrice maintenant, je crois, c'est ça? Directrice générale. Directrice générale. Grande patronne. Boss. Bien. 13h17, on va changer de sujet. Apala, debout de petit monde en nous. Avec notre invité aujourd'hui, avec lui, M. Pierre. Aujourd'hui, il y a déjà eu une première session de cette rencontre entre les hommes, pratiquement. On parle tout le temps des femmes qui ont fait ci, qui ont fait ça. Là, cette fois-ci, c'est les hommes. C'est ça. Donc, effectivement, la première édition a eu lieu au mois de juin 2016. Ouais. Et puis, la deuxième qui aura lieu vendredi, le 17 novembre. Et la troisième, le 8 décembre. Alors, comment ça se passe? Les femmes sont exclues ce jour-là? Non, elles ne sont pas exclues, mais on va dire que la parole est donnée prioritairement aux hommes. Prioritairement. Mais les femmes doivent venir quand même. Elles peuvent venir, elles peuvent écouter. Voici bouche, comme on dit. On ne va pas être comme ça, mais voilà, c'est prioritairement aux hommes. Pourquoi? Parce que justement, on a estimé qu'il n'y avait pas assez d'espace pour les hommes afin qu'ils puissent échanger. Et donc, c'est pour ça qu'avec Papa Héros, justement, Nono-Parentalité The Factory, on a voulu mettre ces événements en place. Alors, quel est le problème des hommes? En fait, les hommes, on ne va pas dire qu'ils ont un problème. Au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'impliquent, qui n'ont pas forcément la manière. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pouvoir donner un espace pour écouter, échanger avec eux, pouvoir les éveiller, afin de les accompagner au mieux dans leur relation père-enfant. Voilà. Je vois que votre rôle de père, il est vital. Le rôle du père, il est vital. Mais alors, si le père est vital et la mère, il est comment? Non, mais les parents, les deux rôles sont importants. Oui, c'est la parentalité. C'est la parentalité. Oui. Mais il faut souligner quand même qu'il a été aussi relevé, présenté par des études, que pour le développement aussi de l'enfant, l'implication du père est importante dans la relation et dans l'évolution de l'enfant. Monsieur Louis, il faut quand même noter quelque chose, c'est qu'on dit souvent, j'entends des femmes qui disent ça, c'est que le père il est très absent en Guadeloupe, quelquefois. Effectivement, on entend ça souvent. Maintenant, à savoir pourquoi, c'est ça. C'est pas parce qu'il travaille seulement. C'est pas parce que... Non, il n'est pas absent seulement à cause de son travail. Non, mais on est d'accord. Maintenant, après, c'est là où il faut avoir ces espaces d'échange pour échanger justement avec eux et essayer de trouver comment les aider à mieux améliorer leur relation. Parce qu'il y en a aussi, il y a des pères qui sont démunis, il y a des pères impliqués. Et donc, le fait de pouvoir échanger entre hommes, ça nous permet peut-être aussi de rectifier le tir. Voilà. À pas là, debout de petit monde, alors... C'est rappeler que la parentalité ne connaît pas de genre spécifique. L'importance de la présence et de l'implication du père dans le développement des enfants est soulignée, marquant un engagement à vie qui va au-delà des stéréotypes. Ça veut dire qu'il faut progressivement aider l'homme à reprendre sa vraie place dans la famille. Je pense que l'homme a eu sa place. Il a toujours eu sa place quand on regarde l'historique. Oui. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a évolué. C'est comment faire pour l'aider à améliorer les choses. On peut voir des perceptions différentes, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est voir comment on peut l'aider à améliorer les choses dans sa relation père-enfant. Et justement, ce deuxième événement, Apala, Debout de Poutimonard, vise à ça, faire prendre conscience aux hommes que leur implication est importante. Comment on va poser les bases des problématiques qu'il y a sur le territoire et comment on va pouvoir emmener des prémices de solutions à tout cela, notamment avec Nono-Parentalité, je crois. C'est-à-dire que transformer le géniteur en père. On ne va pas aller jusque-là, parce que là encore, ça peut être sujet à un débat, mais... ah oui, mais ça, c'est une question qui se pose. Hein. Mais voilà, je ne vais pas trop m'avancer. Non, mais je dis ça devant deux femmes, là. Il m'en a peut-être un mot à dire, oui. Un seul? Je ne sais pas. Non, mais en tout cas, c'est une bonne démarche, c'est sûr, parce que, comme disait les deux intervenants d'avant, il y a 60% de familles monoparentales en Guadeloupe. C'est souvent plus les femmes, mais il y a des hommes aussi. Et c'est une vraie difficulté, en fait, de positionnement de l'homme et de la femme par rapport à l'enfant et de savoir qu'est-ce qui est bénéfique à l'enfant. C'est surtout ce qui est important, je pense, à mettre en avant. C'est exactement ça, c'est qu'effectivement, dans la relation
père et mère, il y a des problématiques, mais on oublie effectivement l'enfant. Et donc c'est là où on veut pointer du doigt. C'est que malgré tout, l'enfant, lui... Oui, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir parce que on sait très bien qu'un enfant élevé sans père a des troubles quelquefois psychologiques. Hein. Pas forcément, ça dépend. Ah si, j'en ai enfin, connu beaucoup. Hein. Il y en a, mais je veux dire, c'est surtout la façon dont la mère aussi, parce que la mère elle ne peut pas être élève. mère et père en même temps. Tu es obligé, en fait, quand tu es... Elle est obligée, mais c'est ça. Bah, Mais l'enfant, il a une reconnaissance aussi, une connaissance de l'image de l'homme dans la famille. Forcément. C'est important, ça. Je suis d'accord avec elle. Ça dépend aussi de comment la maman communique. Oui, c'est surtout ça, en fait. Absent, mais en fonction de comment la maman gère. Communique, ça a son importance par ça rapport au repère du père. Bien sûr. Ce sont deux mères qui parlent là. Alors c'est vrai que traditionnellement... Nos modèles familiaux sont un peu fondés sur la matrifocalité. Voilà. Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui élèvent seuls leurs enfants, mais il est incontestable que 60% de familles monoparentales, mais ça peut être aussi femmes-enfants, grands-parents aussi enfants. Oui. Donc voilà, c'est montrer que la présence du père est quand même importante. Il y a des études qui l'ont prouvé. Sur notre territoire, c'est comme cela. Maintenant, comment améliorer éventuellement la relation. On n'est pas là pour créer ou amplifier un plan fille avec la mère, mais comment améliorer la relation par rapport à l'enfant, parce que c'est un besoin vital. Et donc c'est pour ça que ça va être le sujet de... Il y aura des spécialistes, outre M. Pierre-Claude Louis, alors, Nathalie. Il y aura Nathalie Neuilly de Nouna Parentalité qui sera présent. Il y aura quelques intervenants comme Fola Gadé qui sera là, et puis Papa Paginité qui est en Martinique aussi, qui est dans le même état d'esprit que nous. D'accord. Et ça aura lieu ce vendredi? Ça aura lieu ce vendredi 17 à 19h. Il y aura un autre événement qui aura lieu le vendredi 8 décembre, voilà, au même endroit, au The Factory. Et je précise pour dire aussi qu'il y a la journée de l'homme qui aura lieu dimanche 19. Et donc un événement sera fait aussi à l'espace coworking des 5C à Morne-à-l'Eau, où on mettra en avant aussi les hommes et on va échanger aussi sur tout ce qui est la parentalité et la place du père au sein de la relation père-enfant. Voilà. La journée de l'homme. Oui. La journée de l'homme. La journée de l'homme. Mais il y a des journées de femmes. Oui, enfin, il n'y en a qu'une. Enfin bon, bref, on ne va pas revenir sur le sujet. Mais du coup, est-ce que... Parce que ce que j'entends derrière, c'est l'homme conscient, en fait, d'être papa et d'assumer aussi sa responsabilité, parce qu'il y en a qui ne le font pas. Qui ne le font pas, malheureusement, peut-être aussi pour différentes raisons. Oui. Donc on est ouvert à tout. Voilà. Ouais. La Journée internationale de l'homme, c'est vraiment pour tout le monde. Maintenant, nous, on va axer un peu sur la parentalité. Voilà. Bien, le rendez-vous est pris vendredi 17 novembre à 19h à The Factory. C'est ça. À la 56 rue Achille René Boisneuf. Ça va, The Factory est toujours au René Boisneuf parce qu'il était venu ici me dire qu'il allait déménager. Il allait déménager. Bon, on n'a pas plus d'infos pour le moment. Pour l'instant, ça se passe là. Ça se passe là, oui. Bien, on vous remercie, M. Pierre-Claude Louis. Merci et donne rendez-vous à tous les papas, responsables ou pas, peu importe, il faut être là pour discuter de cette question qui est essentielle dans notre société guadeloupéenne parce qu'il y a trop, entre guillemets, d'enfants. J'ai pas envie de dire abandonnés par les pères, mais enfin, presque des pères absents. Et ça crée quelquefois quelques conflits dans la famille, et même aux yeux des enfants. 13h25, dernière pause, et on se retrouve tout à l'heure pour parler de théâtre avec nos deux derniers invités. Deux dernières, c'est Chantal Solbiac et Carole Lolia. À tout de suite. K de Harold, ça s'appelle. Les trois coups. C'est l'acte 3 du ZCL et on va recevoir nos comédiennes. Chantal Solbiac, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Carole Lolia, qu'on ne connaît pas, mais qu'on va découvrir. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir, merci de nous accueillir. Comédienne aussi au sein de l'association Cadarol. Et pour handicap, quand l'association s'en mêle. Alors, première question pour Carole. Carole, Darol, alors Daroles, explique-nous ça un peu. Alors, Cadaroles, c'est le nom effectivement de la troupe de théâtre que nous avons créée avec Marianne Fifi, Chantal Solbiac, moi-même et Valérie Martel. Et tout le monde se pose la question, mais ça sort d'où? Ça y est, Cadaroles. Mais en fait, de nos imaginations, telles que tu peux me connaître, K comme Carole, Da, c'est le surnom de Marianne, puisque tout le monde la surnomme Dada, donc Cada. Et puis Rôle, drôle, Cadaroles. Ouais, qui voilà? Eh ben, c'est mettre ambiance, mettre chalet, jaconette, faire la vie, quoi. C'est ce qui fait mes fondamentaux, mon ADN. On pense ça.
Alors que ça va être quand la pièce, c'est quoi le sujet? Alors, très précisément, Handicap, ou comme la sauce en mêle, comme tu l'as dit, est une parodie du milieu associatif, puisque au départ, avec Marianne, quand on a pensé à faire une pièce de théâtre qui portait sur le handicap, qui est un sujet sensible, on ne voulait pas, brut de décoffrage, apporter le sujet sur la table. Et on s'est dit, tiens, ce serait bien de nourrir cette pièce avec nos expériences respectives dans les milieux associatifs, pour avoir été déjà présidente, vice-présidente, secrétaire dans les associations. Et on s'est dit, il se passe tellement de choses dans ces associations qu'on aimerait bien aussi en parler, montrer que quelque part, on a beaucoup de titres, beaucoup de fonctions, mais que on ne fait pas grand-chose. Et c'est la manière dont se déroule la pièce dans un premier temps, puisque la pièce dure 60 minutes et elle est en 2 actes. Et on arrive tout doucement, justement, sur la thématique du handicap, puisque cette pièce a pour but de montrer, de sensibiliser justement les problématiques locales, j'insiste bien sur locales, puisqu'on va parler par exemple de drépanocytose, justement dans nos scénettes. On arrive tout doucement sur ces thématiques de handicap au travail et puis aussi dans la vie quotidienne, parce qu'il n'y a pas qu'au travail. Mais alors, Madame Solbiac, vous êtes comédienne de la troupe. Comment vous êtes intégrée dans cette troupe? Comme ça, vous vouliez être comédienne ou c'est elle qui est venue vous chercher? Voilà, les deux en fait. Donc j'ai fait partie d'une autre troupe de théâtre. Oui. Avant, j'ai travaillé avec Marianne qui fait partie aussi de cette troupe, Cadaroles. Et donc elle m'a invitée. Donc voilà, je suis venue et on a formé ce groupe de 4 personnes. Mais quel rôle vous avez dans la pièce? Un peu de tout en fait. Donc je peux chanter dans la pièce éventuellement. Oui. Donc je chante. C'est assez difficile à expliquer sans dévoiler la pièce. D'accord. Mais je suis dans tous les actes. Oui, voilà. Il y a plusieurs personnages. En fait. On n'est pas un seul personnage. On interprète plusieurs personnages durant cette heure agréable de divertissement, puisque c'est du divertissement. On n'est pas là pour faire pleurer les gens sur la thématique du handicap, bien au contraire. Et on voit que les situations sont inversées, ce qu'il y a de très très drôle. Et c'est des petits sketchs, alors, vous voyez. Donc chaque fois, on a un personnage différent. D'accord. Et Carole, tu es comédienne et metteur en scène aussi? En épuisé casquette ou Jaconnette, moi je peux pas rester. Mais justement, je peux pas rester sans faire une seule chose. J'aime bien toucher à tout. Et ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que l'association Les Cadaroles est une petite structure où on est amené à faire plusieurs choses. C'est-à-dire que les décors, c'est nous qui les avons amenés, puisqu'on a au sein de la troupe des artistes, des peintres, donc qui ont œuvré pour le décor. On a aussi des personnes, des petites mains qui nous ont aidés pour tout ce qui concerne la bande-annonce, le teaser que nous avons diffusé. Donc oui, il faut savoir faire un peu de tout, de la mise en scène, du théâtre, de la communication. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est sûr que ça se passe très bien. Alors, la tournée commence à Gourbert, c'est ça? Alors, la tournée a déjà commencé, puisque nous avions une première date de tournée le 28 octobre à l'Auditorium de Basse-Terre. Nous poursuivons sur Gourbert le 18 novembre à la salle Gilles Floreau, une salle intimiste. Pourquoi intimiste? Parce qu'elle est un peu en amphi, il n'y a pas beaucoup de place. Donc les personnes qui n'ont pas encore pris leur place, je vous invite à le faire très très vite. Exactement. Et puis nous terminons le 24 et le 25 novembre à la salle Robert Loison au Moule avec, je tiens à le préciser et il faut le noter, la pièce, le 24, sera signée en langue des signes, puisque nous avons la présence d'une interprète en langue des signes qui sera présente pour un public déficient auditif. Madame Solbiac, c'est difficile de jouer avec elle? Joker. Joker. Non, ça va. En fait, justement... J'aurais pu. En fait, non, il y a une bonne ambiance et puis chacune apporte... Non, elle est dynamique, cette dame. Oui, bien sûr. Et dans la troupe, en fait, chacune emmène un peu de son savoir. Et puis, nous nous concertons. Et puis, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit sans souci. Je pose la question à Carole. La précédente pièce, c'était quoi déjà? Rappelle-moi ça. C'était une interprétation, une comédie dramatique qui s'appelait Compartiment fumeuse. Ah oui, voilà. Voilà, dans lequel j'interprétais le rôle d'une méchante femme de prison.
Attention. Est-ce que c'est... bref. Non, no comment. non, je ne ferai pas de commentaire. Tu allais faire un commentaire. Non, j'en fais pas. J'en connais mon nom. Bon, alors, et après, seulement 3 représentations et c'est fini? Il y a eu des générales, puisqu'on a eu l'occasion de présenter le spectacle déjà à Saint-François et à Gosier, où on a eu un très bon retour du public. Et puis les dates que j'ai annoncées, le 18 à Gourbert, le 24 et le 25 au Moule. Alors nous sommes sollicités, il faut quand même le savoir, puisque nous avons la chance, et je tiens à le signaler, lui faire un coucou, nous avons la chance d'avoir comme marraine Francis Bertelli. Oui, elle devait être là, justement. Oui, et que j'embrasse très très fort, justement, qui, quand elle a eu ma proposition pour être marraine de cet événement, a tout de suite dit oui, parce que Francis, comme vous le savez, est une personne qui s'engage beaucoup sur la thématique du handicap. C'est une personne qui est très généreuse, qui, justement, œuvre beaucoup. Et donc, elle a, sans hésiter, dit oui au projet, au même titre que d'autres qui nous accompagnent d'ailleurs. Nous avons Didier Manette des éditions Negmaron également. Comment ne pas parler de Didier, justement? Eh oui. Et puis notre partenaire, La Poste, entreprise à mission. Donc toutes ces personnes œuvrent justement pour la réussite de cette pièce. Et comme je le dis, le sujet du handicap est un sujet sensible. On sait effectivement la problématique que certaines familles rencontrent, et c'est aussi pour offrir du loisir, du plaisir aux familles qui n'ont pas forcément l'occasion de se rendre dans des spectacles, et les personnes en situation de handicap, puisque un prix favorable leur est proposé à 5 €. Et Carole, tu as déjà des projets? J'ai toujours des projets. Tu me connais, j'ai toujours des stylo projets. tombe. À l'annonce de 2024, il y a de belles choses qui nous attendent. Des belles choses qui arrivent encore. Oui, notamment les scolaires, puisque lorsque nous avons présenté la pièce, nous avons eu un très bel accueil du public qui, justement, a voulu que nous puissions présenter cette pièce aux plus jeunes, parce que au-delà de la thématique de la sensibilité et du handicap, il y a aussi des questions de différence. On parle de l'indifférence, on parle de l'injustice, le harcèlement. Dernièrement, il y avait une thématique, et donc c'est vrai que ça concerne beaucoup les jeunes aujourd'hui. Bien, justement, on va te présenter un personnage que tu ne connais pas, mais qui était un dramaturge guadeloupéen. Oui, ou pas connaître lui, C'est parti. Gilbert de Chambertrand, ça te parle? Alors, il est né à Pointe-à-Pitre. Son nom de plume, Gilbert de Chambertrand, c'est un écrivain guadeloupéen autodidacte, au goût multiple, s'est investi dans des branches d'une grande diversité. Il était poète, journaliste, historien, auteur, romancier, peintre, acteur, dessinateur, un peu quelqu'un comme toi, éditeur de cartes postales. En 1947, il publie son œuvre la plus connue, Titine Goumonda, qui a eu un grand succès en Guadeloupe à cette époque-là, d'après ce qu'on m'a dit. Ma mère m'en a parlé. Un recueil de contes et de nouvelles qui séduisaient par leur légèreté désinvolte, leur délicatesse ou leur ironie. Dans ce chef-d'œuvre, il donne toute la mesure de son talent de conteur ou d'humoriste, avec des scènes d'une grande vérité dans l'observation de la psychologie collective des caractères. Chambertrand, c'est un blanc créole, il ignore le préjugé de couleur et ses portraits sont d'une grande vérité humaine. Quand il n'écrit pas en créole, c'est un puriste intransigeant tant dans la poésie que dans sa prose. Malheureusement, il n'est pas très connu en Guadeloupe. Bon, là, on peut oublier. En 1928, le Sicon emporte une majeure partie de ses œuvres profondément affectées par cette catastrophe. Il quitte la Guadeloupe en 1929 et il est mort un 13 novembre 1983. C'est quelqu'un qui a marqué la poésie, le théâtre, etc. et qui était très connu en Guadeloupe. Deuxième focus, et là c'est anti-parole Guadeloupe, parole à pays là, qu'on a sans plume. Pas bon moins, pour qu'on a sans plume. Carole, bon, ne me raconte pas d'histoire. Vous pouvez te raconter parole là, ça. Pas bon moins, pour parole. Pour avoir côtoyé Didier Manette, ça me parle. Oui, bon, ok, voilà. 13h42, on revient à l'actualité et on va parler du Diwali avec quand même quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la danse indienne et orientale. Iman News, c'est parti. Oui, donc la Diwali qui est une fête majeure, surtout pour les Indiens de Guadeloupe, qui célèbre... Pas de Guadeloupe seulement. Pas de Guadeloupe, mais là on parle ici, qui s'est célébrée donc ce week-end. Chaque année a lieu cette fête, soit en octobre, soit en novembre, suivant le calendrier lunaire en fait. Et au Moule, une procession a été organisée, donc Vianney Valverde était parmi eux pour voir cette procession.
Ce soir, vous êtes à Zevallos. Nous sommes là pour célébrer la fête de la lumière qui s'appelle la Diwali, autrement dit le Dipavali, qui veut dire des rangées de lumière. Une grande fierté de voir un public guadeloupéen, un public très large, très important, aussi ouvert, venu à une manifestation. Ce n'est pas une manifestation d'Indiens, comme on a tendance à dire en Guadeloupe. C'est une manifestation pour le public guadeloupéen. Et donc c'est ma grande satisfaction parce que c'est ce message-là que nous véhiculons, notamment au niveau de l'association culturelle guadeloupéenne des Habits de Laine. Vous voyez, comme vous avez constaté, la population a répondu présente, la population est là, la population demande de la lumière, la population aime la lumière et surtout est en train de se régénérer parce que nous avons tous besoin de ce moment précis d'union sacrée. On a pris le départ à Pombéré, au stèle de Gandhi. Là, on a fait une petite messe, on a cassé un coco. Et après, on s'est retrouvé près de l'école du Bédou, qui est à 300 mètres d'ici. Et de là, avec les chats, avec les danseuses et tout le déroulement de cette manifestation a pris effet de là. Et après, on a fait des routes annexes plus proches de la population. Donc devant chaque carnaval, on a passé des routes annexes et on est revenu à Zevallos, sur le terrain de Zevallos qui est assez en soi. C'est important également dans cette dimension de partage que nous avons tous, de pouvoir emmener toute la Guadeloupe à aller effectivement vers les lieux où on va partager ces pratiques-là, on va partager cette philosophie-là, la philosophie du partage, la philosophie du partage de la lumière, afin que le maire de la ville l'a précisé, que la lumière soit partagée à tout le monde, aux plus nécessiteux, aux gens déshérités, aux gens qu'on n'oublie pas uniquement effectivement aux gens qui s'habillent bien, etc., etc. C'est ça notre boulot. Et justement, par rapport à cette Diwali, d'autres manifestations ont cours, notamment des stages de danse ce week-end. Ah bon ? Oui, tout à fait. Ainsi qu'un grand spectacle à l'Archipel, donc avec que j'irai voir mercredi, je crois que c'est 19h ou 20h. Voilà. Ouais. Voilà. Bon. Dernier sujet. Dernier sujet, on parle de la mobilisation des parents suite à une infraction d'un individu armé dans une école, quand même. Il s'interroge concernant les moyens de renforcer la sécurité. Et Vianney Valverde était encore là pour parler justement de ce sujet. Nous avons vendredi 10 un individu qui a pénétré dans l'enceinte de l'école, déambulant dans l'école, passant à JTF 2, passant à JTF 1, et qui a dérobé de l'argent avec un portable. Donc, cet individu était armé. Aujourd'hui, ça pose un vrai problème d'insécurité pour les enseignants, pour le personnel communal et pour les parents d'élèves. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé, avec l'ensemble des syndicats d'enseignants, de parents d'élèves, de JTF 1, de JTF 2, de pouvoir faire bloc. Le personnel communal, d'ailleurs, a fait valoir son droit de retrait. Donc, tous ces éléments pour dire stop à une situation qui a trop duré et qu'on doit trouver des solutions aujourd'hui pour la sécurité de nos enfants. On trouve tranquillement cette situation dans les écoles, avec des parents des fois qui sont agressifs, avec des enseignants qui sont un petit peu déconcertés. En bref, monsieur, ce qu'il faudrait faire, et tout le monde le sait, c'est de renforcer la sécurité, d'une part, et deuxièmement, avoir une approche haute que celle que nous avons aujourd'hui. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, qui s'est passé au Môle, qui se passe à Sainte-Rose, etc., on pourrait citer un certain nombre de villes avec un certain nombre d'écoles, eh bien, ce n'est que le début pour nous, malheureusement. Je l'ai moi-même dit dans une commission qu'on appelle le CSA, je l'ai dit à la rectrice, qu'aujourd'hui, on est partout ailleurs, sauf en France. Puisqu'au moment où on nous dit, oui, qu'il y a un plan Vigipirate qui est mis en place avec tout ce qui se passe dans le monde, puisque le monde est géopolitique, la Guadeloupe semble être à l'extérieur de ce processus de mise en sécurité. On ne peut pas être dans un établissement scolaire et se retrouver dans une situation d'insécurité, qu'il s'agisse des enseignants ou des enfants. Donc les parents ont réagi normalement. Mais le problème de l'insécurité se pose sur l'ensemble des établissements scolaires. Et le maire de la ville des Abîmes est très sensible à cette problématique et c'est pour cela que nous sommes en tout cas
très concernés par cela et nous réagissons très vite puisque vous verrez là, il y a tout le monde concernant l'éducation, il y a le directeur de l'éducation, il y a la sécurité, il y a le service technique. Donc la solution, elle va être la concertation pour que des mesures efficientes et des mesures concrètes. Il va falloir trouver des solutions pour régler le problème de l'insécurité dans les établissements scolaires, des abîmes singulièrement, mais sur l'ensemble de la Guadeloupe. Donc la sécurité très importante, surtout pour nos enfants. On va parler maintenant du rallye de la montagne qui s'est déroulé ce week-end et Stéphane Nègre a remporté ce rallye. On va voir ensemble le reportage qui résume cette rencontre. On n'était pas venu pour ce résultat, hein. On était venu au moins pour se battre pour la classe CO2. Bon, il y a eu certains pilotes qui ont désisté, mais bon. Alors on a dit, bon, on garde le rythme, quoi. On se fait plaisir parce que ça passait un peu dans ma commune. Et au fil du rallye qui se développe, on a toujours gardé le cap, hein. Toujours resté linéaire, concentré. Et un rallye il est long, il y a eu plein de situations qui arrivent, alors on est resté encore concentré. Et aujourd'hui, on remonte à la seconde place, on était troisième. Il y a deux aussi qui abandonnent, bon, ben, on passe deuxième et on garde encore le cap pour finir au jeu du deuxième, mais on n'est que satisfait. Une bonne équipe, j'ai une super bonne assistance, tout s'est bien passé, surtout. Et la voiture nous a pas embêtés. On a fait notre gestion de course afin de maintenir notre objectif en vue, remporter ce rallye. Je pense qu'on maîtrisait très clairement notre sujet. Ce matin, on a plus une journée d'attente très longue avec des spéciales très longues. En tout cas, il est 16h, le rallye se termine. Une grande manifestation. Félicitations à la Zacaribe qui a su mener en tout cas bien cette manifestation. Et puis le team Panosport aussi qui montre jour après jour que niveau équipage, on arrive à faire le nécessaire. Niveau technique, les véhicules sont de plus en plus performants. Puis voilà, c'est de bon augure, je pense, pour l'année prochaine. Le rallye de la montagne, il a toujours été cassant mécaniquement. Je suis heureux et ça prouve que n'importe quel type de catégorie de voiture peut terminer. Je suis heureux parce qu'il n'y a pas eu d'incident. Je profite de votre antenne pour remercier l'ensemble des collectivités, c'est-à-dire l'ensemble des mairies qui nous ont autorisés à passer sur leur territoire. Et surtout un grand merci à la police municipale de Basse-Terre qui, sans elle, nous n'aurions pas pu faire la manifestation de vendredi soir et la dernière finale dans la ville de Basse-Terre. Merci pour leur coup de main, merci pour le montage du village, merci au RSMA, la police nationale, la gendarmerie, qui sans eux, cette manifestation n'aurait pas pu se faire dans de bonnes conditions. Voilà. Voilà, mais c'est presque terminé pour aujourd'hui. Je rappelle qu'en début d'émission, nous avons reçu ma directrice de l'enfance, la famille et jeunesse, Mme Lucie Tétadi-Tupa, et Mme Nadia Negrit, présidente de la commission enfance, famille, jeunesse. Toutes les deux, elles ont parlé de quelque chose d'important qui se fait pour les enfants, pour la jeunesse, justement, pour l'enfance et la parentalité, une série de manifestations qui ont commencé depuis le 4 novembre et qui se prolongent à Pointe-à-Pitre le 18 et à Lens, à Petit Canal, le 20. Sinon, nous avons reçu Pierre-Claude Louis, le fondateur de Papa Héros, parce qu'il va y avoir aussi une manifestation, cette fois-ci pour les hommes, mais pas que, les femmes sont invitées. Ça se fera vendredi 17 novembre à la Factory, à 56 rue Achille René Boisneuf, et il vient nous expliquer ça. Ananza, déboutons notre chroniqueuse du mardi à parler du travail en famille, des bons et mauvais côtés de cette chose. Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Mais enfin, globalement, si tout est mis en place, normalement, le travail en famille se passe bien. Et puis, on a reçu, pour conclure, deux femmes, Mme Solbiac, comédienne de la troupe Cadarolesque, c'est comme ça veut dire moi. Et donc, l'autre dame s'appelle, comment elle s'appelle déjà? Oui, Célia. Célia, c'est ça? Ah, Carole Loulia. Je disais Célia. Parfait. Carole Loulia. Et si vous voulez les contacter, c'est 90 98 02 58 ou c'est de portable ou le 19 92 28. Absolument. Ils ont même un Facebook. Elles ont un Facebook, les Cadarols. Et elles seront à
Gourbert, à la salle Gilles Fleureau le 18 novembre 20h et à la salle Robert Loison au Moule les 24 et 25 novembre 20h. Voilà, eh bien, on vous remercie. Et quant à Iman News, eh bien, il va nous rappeler les informations du jour. Les informations du jour, nous avons abordé les cérémonies de l'armistice sur Petit-Bourg qui se sont déroulées ce samedi. On a aussi évoqué le mois du diabète, surtout en lien avec la journée mondiale qui sera le 14 novembre. Et les associations des diabétiques de Guadeloupe qui ont organisé une manifestation pour sensibiliser le public à cette maladie. Nous sommes venus sur le colloque qui a eu lieu sur le Musart pour ouvrir une réflexion sur le choc dans l'art avec différents intervenants, critiques d'art, sociologues et philosophes qui se sont penchés sur le sujet. Nous avons parlé aussi de la Diwali, donc Diwali, fête majeure qui a lieu chaque année, fête des Lumières, donc avec sur le moule une procession qui s'est organisée et différentes manifestations qui ont encore cours pendant ces quelques jours. Nous sommes venus sur la mobilisation de l'école des Abîmes, donc de Bois-Ripaud, Joseph Théodore, suite à cette infraction de cet individu qui est rentré dans l'école armée. Et la question se pose de la sécurité. Nous sommes revenus sur le rallye des montagnes où Stéphane Nègre a remporté ce rallye. Voilà pour les titres du jour. Voilà, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui, les 13h54. Exactement, on se retrouve demain, à la même heure, 2h30. On salue ces dames, on salue Madame Melia. Merci beaucoup. Et Madame Solbiac. Vous souhaite bon spectacle. Merci, et on se voit le 18 oui, on espère à Gourbert, on se voit le 24 ou le 25 au Moule. Partout, il suffit que tu veux dire depuis nous là. Depuis les Cadaroles là, ok, là aussi. Voilà, ça pas ni bon problème. Et on salue Iman, qu'on va retrouver demain avec plaisir. Et Jordan, qu'on va retrouver la semaine prochaine. C'est bien ça? Demain aussi, il est là. Ah, il est là demain. Et on remercie Odalia pour Gilbert Le Chambertrand, pour les gens qui ne se souvenaient pas qu'il y avait un Guadeloupéen, blanc créole, qui a écrit une pièce qui s'appelait Titine Gobonda. Pour prendre pièce ça a joué. Hein? Ça me donne déjà des idées. Hein? Ça me donne déjà des idées. Ça va bon l'idée. Et surtout le Titine. Titine. Voilà, c'est fait. Et ciao, bye bye, à demain. Salut tout le monde.